Bonsoir Sylvie, mes meilleurs vœux à vous. Merci à vous pareillement. Bien entendu, avec vous, nous allons parler de l'actualité au plan international. 2014 s'est achevé pour laisser place au nouvel an. Pendant 12 mois, l'Afrique a été secouée par des crises, maladies, élections et insurrections de toutes sortes. On peut nommer l'apparition du virus Ebola en Afrique, l'élection du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Voici un regard sur l'Afrique en mouvement avec Hamza Diaby. Avec environ 8000 morts, la maladie à virus Ebola est sans nul doute l'actualité africaine majeure de cette année 2014. Elle débute au sud-ouest de la Guinée en décembre 2013, avant de s'étendre au Libéria et à la Sierra Leone, puis dans une moindre mesure au Nigeria, au Sénégal, aux États-Unis, à l'Espagne et au Mali. En août, l'OMS qualifie l'épidémie d'urgence de santé publique de portée mondiale. Un dommage collatéral de cette fièvre hémorragique, la CAN 2015 délocalisée du Maroc en Guinée équatoriale. Elle sera d'ailleurs disputée du 17 janvier au 8 février prochain, sous le signe « Ensemble, nous battrons Ebola ». En 2014, il n'y a pas eu qu'Ebola qui a fait trembler l'Afrique. Un autre fléau l'a secoué. Boko Haram, le fléau du Nigeria. La secte islamiste est responsable de plusieurs décapitations d'otages occidentaux. Il a également à son actif l'enlèvement plutôt spectaculaire de 276 lycéennes à Chibok, dans le nord du Nigeria. Un enlèvement qui a marqué les esprits en raison de la mobilisation internationale autour de la campagne Bring Back Our Girls. En 2014, la vie en Afrique a rimé avec maladie et enlèvement. Mais à la liste, il faut ajouter insurrection populaire. Le 31 octobre dernier, Blaise Compaoré a été poussé vers la sortie au Burkina Faso. En seulement 48 heures, la foule des jeunes manifestants burkinabés a précipité la chute d'un président qui envisageait modifier la constitution du pays. La Tunisie aussi a connu son insurrection. Une révolution même. C'était il y a quelques années. On parlait de printemps arabe. Mais en 2014, le 21 décembre précisément, le pays a connu sa première élection présidentielle au suffrage universel, libre et démocratique. Parlant d'élection présidentielle, les Bissau-Guinéens ont finalement pu élire un président en 2014 après de multiples reports du scrutin. Voici 2015, une année électorale dans plusieurs pays africains. Une année qui, on l'espère, ne sera pas émaillée de crise post-électorale. Sylvie Touré, l'actualité sur le continent a été marquée au cours du dernier trimestre par la chute de Blaise Compaoré. Est-il facile aujourd'hui pour le Burkina Faso de tourner cette page-là? Alors, il est clair, Fofana, qu'on ne peut tourner une page de 27 années de gouvernance politique comme on tournerait la page d'une idylle. Il n'y a qu'à voir les balbutiements comme on a observé au Burkina après la chute de Blaise Compaoré. Il y a des jours où on a eu droit, enfin il y a une période où on a eu droit à un président par jour, faisant dire à certains qu'au Burkina, on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Mais avec l'appui de la communauté internationale, on a pu mettre en place un gouvernement de transition qui est à la tâche, avec une feuille de route bien précise, organiser des élections. Et c'est sur ce dossier justement que le gouvernement Kafando est attendu pour organiser des élections transparentes et inclusives, donc ouvertes à tous. Alors, autre préoccupation majeure de la sous-région, le Mali. Des négociations sont toujours en cours à Alger. C'est quoi le point d'achoppement jusqu'à présent? Alors, les négociations, le 4e round des négociations s'est fermé ce 27 novembre et s'est refermé sans qu'il y ait un accord. Donc, il n'y a toujours pas d'accord de paix sur la crise malienne. Le véritable point d'achoppement, c'est le statut qu'il faut trouver au nord du Mali. Les insurgés, donc les Touaregs sont partis avec un objectif. Au départ, c'est d'obtenir l'indépendance de ces zones-là. Mais très vite, avec les négociations, les ambitions ont été revues à la baisse. Aujourd'hui, il est plutôt question de créer un État fédéral. Mais sur ce point, Bamako n'est pas prêt de céder parce que pour le président, l'autonomie du pays ne peut se négocier. Donc voilà un peu qui explique le fait qu'il n'y ait toujours pas de fumée blanche du côté d'Alger sur la crise malienne. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'on peut espérer une solution rapide, pas rapide, mais en début d'année? Il est vraiment difficile de prévoir
une sortie des crises très rapidement parce que les crises identitaires sont très difficiles à régler. On l'a observé il y a un moment au Soudan et présentement même en Europe avec l'Ukraine. Donc il est très difficile de régler ce genre de crise. Et pour le Mali, il y a une vérité à savoir. C'est que le nord du Mali, la zone donc occupée par les Touaregs est une zone très riche. C'est des choses qu'on ne dit pas très souvent, mais les principaux puits pétroliers, les 4 puits pétroliers que compte le Mali sont logés sur cette partie, et sans compter avec l'uranium et le manganèse. Donc, je pense, à mon avis, que l'avenir du Mali se trouve dans le nord. Donc, pas question pour Bamako, pas question pour les autorités maliennes de perdre le nord. Et les Touaregs aussi savent qu'ils sont assis sur des gisements assez importants. Ils ont de quoi créer un État même prospère. Donc voilà un peu qui en rajoute à la complexité du dossier malien. Mais il faut aller très vite, je voulais l'ajouter, il faut aller très rapidement parce que la zone est convoitée par les terroristes. On a eu un moment droit à la présence d'Al-Qaïda au Maghreb. Donc ce groupe veut créer son sanctuaire au nord du Mali et gérer donc toute la bande sahélo-saharienne qui part de la Mauritanie au Soudan, en passant par le Sénégal, en passant par le Mali bien sûr, par le Tchad, le Nigeria et autres. Donc il faut très vite régler ce problème-là. Parce que justement vous êtes sur ce sujet, donc je voudrais rester là. L'Afrique et le reste du monde sont aujourd'hui sous la menace terroriste. Alors nous avons assisté cette année à la montée en puissance d'un groupe, l'État islamique. Est-il différent de Al-Qaïda véritablement? Est-ce que la souche n'est pas la même? La souche est la même. C'est un groupe, l'État islamique est sorti des entrailles de Al-Qaïda. Les deux groupes au départ ne formaient qu'un. Et on les a tous, ils sont tous sortis de l'Irak pendant l'invasion américaine aux États-Unis. Et au fil des temps, il y a eu des divergences du point de vue idéologique, du point de vue doctrinal. Pour l'État islamique, par exemple, pour Al-Qaïda d'abord, l'ennemi, c'est les États-Unis et Israël. Mais avec l'État islamique, la liste se rallonge. Il faut y ajouter l'Europe. Il faut y ajouter les pays musulmans qui ne pratiquent pas l'islam comme l'État islamique l'entend. Alors, que recherchent exactement tous ces terroristes ensemble ou individuellement? Alors, la véritable menace sur le monde, Barack Obama l'a dit, c'est l'État islamique qui qualifie de cancer pour le monde. Ce que ce groupe recherche est simple, c'est créer un État islamique, ce qu'ils appellent le califat, ce qui a déjà été fait en Irak et en Syrie. Il y a un État islamique qui y est instauré, donc avec Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est fait appeler Ibrahim, donc le successeur de Mahomet. Donc il règne sur une partie de l'Irak et une partie de la Syrie. Donc cet État part de Fallujah en Irak jusqu'à la frontière turco-syrienne. Voilà. Donc il a aussi dans son viseur l'Iran et d'autres pays arabes. Il cherche à repousser ces frontières. Mais pensez-vous aujourd'hui que les moyens pour les combattre existent? Je pense que le monde a compris la menace aujourd'hui. Les États-Unis et l'Iran se parlent. On n'entend plus parler de crise nucléaire. Les États-Unis et la Syrie se parlent. On ne traite plus Bachar el-Assad des terroristes. Il y a une coalition qui est née pour combattre ces terroristes-là. Donc on assiste à des frappes aériennes, on assiste au financement de troupes au sol. Mais en plus de ces actions, il faut penser à une campagne de formation et de sensibilisation. Parce que l'État islamique agit sur les mentalités des jeunes en situation difficile. Donc on a même des couloirs depuis l'Europe, en passant par la Turquie, pour arriver en Syrie, pour combattre. Donc à ces jeunes-là, on leur fait comprendre que si vous mourrez dans une guerre qui qualifie de sainte, vous allez directement au paradis. Là où vous attendent, ce sont 12 vierges aux yeux noirs. Donc il faut tout de suite dire à ces jeunes-là que ce n'est pas vrai. Donc il y a une campagne, il y a l'opération inverse à faire. Les cerveaux ont été lavés. Il faut procéder à un nettoyage pour que ça arrête le recrutement de ces personnes. Fait marquant l'année 2014, l'avancée des djihadistes de l'organisation État islamique. À la faveur de la crise syrienne, l'organisation s'est rapidement étendue jusqu'en Irak et plusieurs villes ont été annexées. Le 29 juin 2014, l'État islamique a annoncé le rétablissement du califat dans les territoires sous son contrôle. Abu Bakr s'est proclamé calife, successeur de Mahomet, sous le nom d'Ibrahim. L'organisation est accusée par les Nations Unies, la Ligue arabe et les États-Unis d'être une organisation terroriste responsable de crimes de guerre. Depuis août 2014 donc, une coalition internationale de 22 pays intervient militairement contre cette organisation. Elle a conquis une partie du territoire irakien et y fait régner la terreur.
Autre fait ayant marqué 2014, le réchauffement des relations entre les États-Unis et Cuba. Depuis John Kennedy en 1962, les deux pays avaient interrompu toute relation. Même si des signes de décrispation ont été montrés par les deux présidents, aux États-Unis, les républicains voient d'un très mauvais œil cette initiative. 2014 aura aussi sonné le glas de la mission de l'OTAN en Afghanistan. La force de combat de l'OTAN a baissé son drapeau le 28 décembre dernier et les récentes violences, notamment à Kaboul, ont souligné l'impossibilité pour la force internationale de venir à bout de l'insurrection des talibans. Ces derniers écrits victoire devant ce départ. 12 500 hommes de la mission Soutien Résolution devront prendre le relais le 1er janvier 2015. L'année aura été aussi marquée par la crise ukrainienne. Sous le feu des critiques des pays anglo-saxons dénonçant l'action de la Russie dans la crise ukrainienne, Vladimir Poutine avait écourté sa présence au G20 en Australie le 15 novembre dernier. Le 5 septembre, les autorités ukrainiennes et les rebelles pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont conclu un accord. Il consiste à procéder à un échange de plusieurs centaines de prisonniers, 222 rebelles et 150 Ukrainiens. Lorsque vous faites ce tour, vous pouvez tirer une conclusion aujourd'hui en parlant de terrorisme en Afrique de façon générale? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le terrorisme, c'est la nouvelle menace qui pèse sur le monde. Et surtout avec l'État islamique qui considère Al-Qaïda comme un agneau. Il n'y a qu'à voir les décapitations, les exécutions qui se font. Et ce groupe agit avec une telle cruauté, que le laisser se disséminer partout dans le monde serait vraiment compliqué. On a déjà sur le continent, tout près de nous au Nigeria, l'une de ses filiales. À l'origine, Boko Haram était affilié à Al-Qaïda, était donc un sous-franchisé d'Al-Qaïda, puisque Boko Haram dépendait de Al-Qaïda au Maghreb, qui lui était le franchisé de Al-Qaïda tout court. Mais aujourd'hui, Boko Haram estime que sa maison d'origine et lui n'ont pas la même façon de voir les choses. Boko Haram a donc fait allégeance à l'État islamique. On attend la réponse de l'État islamique. Est-ce qu'ils accepteront, oui ou non, d'intégrer Boko Haram dans leurs effectifs? Bref, pour dire que c'est une véritable menace. Et le groupe, comme je l'ai dit tantôt, n'entend pas lésiner sur les moyens. Donc, il faut renforcer la coalition qui existe déjà. Il faut multiplier les moyens pour vraiment mettre fin, pour empêcher que ce groupe-là ne sorte de l'Irak et de la Syrie. Voilà. Très bien. Sylvie, lorsque on parle de Ebola, l'OMS le dit très clairement, il s'agit d'urgence de santé publique de portée internationale. On va vers un sérum. Vous y croyez? Où on en est? En savez-vous quelque chose? Moi, je voudrais noter l'intérêt que le monde entier porte à cette épidémie qui fait le plus de victimes en Afrique, notamment dans la sous-région ouest africaine. Le monde entier en a fait une cause. C'est vrai, dès le départ, on a dénoncé la réponse qui est venue de façon tardive. Au départ, on a laissé les Africains en griffe se débrouiller avec leur virus, mais très vite, la communauté africaine, la communauté mondiale s'est saisie de ce dossier-là. Et de nombreux vaccins sont en expérimentation et on espère que en cette année 2015, on pourra aboutir à un vaccin puisque les Ivoiriens sont privés d'une nourriture qu'ils affectionnent beaucoup, le gibier. Donc on espère qu'en 2015, on aura une solution pour donner plus de saveur à nos sauces. Et je vous assure que ce ne sont pas seulement les Ivoiriens, les autres Africains sont aussi très intéressés par la chose. Merci pour tout, Sylvie Touré, pour toutes ces informations au plan international. Je vous souhaite une très bonne année 2015. Bonne année à vous également et bonne année à tous les téléspectateurs. La rétro 2014 prend ainsi fin. C'était l'occasion pour se remémorer les faits saillants de l'actualité écoulée, l'actualité de l'année dernière, au nom de toute la direction de l'information. Je vous souhaite la meilleure des années. Merci de rester sur RTI 1 et bonsoir.